BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Vous êtes bien sur BFM Politique et l'actualité ukrainienne, la guerre avec la Russie toujours au cœur de l'actualité. Le président de la République, Emmanuel Macron, détaille ce matin dans la presse régionale son plan d'action. Notre invité ce matin, le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Merci d'être avec nous. Bonjour. Pour vous interroger à mes côtés, Amandine Atalaya, éditorialiste BFM TV, et Jules Pécnard de la Tribune Dimanche, notre partenaire. Merci d'être là. Tous les deux, on va bien sûr venir à la question de l'envoi des troupes européennes qu'évoque Emmanuel Macron ce matin dans la presse quotidienne régionale. Mais on va commencer par un élément très précis qui nous concerne, qui vous concerne tous, peut-être si vous êtes un jeune Français, celui du service militaire obligatoire. On voit que cette question revient, et pas seulement en France, aussi en Europe. Plus d'un Français sur deux, d'ailleurs, c'est un sondage Ipsos publié ce matin, serait favorable, y compris à un service militaire obligatoire. Eh bien, ce n'est pas l'avis d'Emmanuel Macron, Sébastien Chenu. Le chef de l'État, justement, dans cet entretien avec la presse quotidienne régionale, explique que le retour du service militaire obligatoire n'est pas une option réaliste pour faire face aux menaces qu'il évoque ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Il faut dire que c'est plutôt Emmanuel Macron qui lui-même n'est pas très réaliste, puisqu'il nous a entraînés sur une piste qui était celle du service national universel, le SNU, qui est un échec patent. Ça partait d'ailleurs plutôt d'une bonne idée, mais c'est un échec total. Je le souligne parce que dans le budget d'ailleurs qui a été voté, le budget de notre pays, il n'y a plus aucun crédit d'ailleurs pour le service national universel. Il explique, c'est fini, entre parenthèses, que dans quelques semaines, il va annoncer une nouvelle refondation de ce... Mais donc ça, c'est quand même un sacré échec d'Emmanuel Macron. C'était une promesse, c'est un échec. Ça n'a pas trouvé ses objectifs, ça a manqué sa cible. Et Emmanuel Macron nous a fait perdre du temps et de l'argent, accessoirement. Donc ça, première chose, Emmanuel Macron n'a eu aucune vision en ce qui concerne l'idée d'un service militaire, ou en tous les cas universel, pour la France. Nous, on considère, on pense qu'il y a la nécessité de réinstaurer un service militaire sur 3 mois minimum qui permette ou de former des gens pour aller dans l'armée régulière ou dans l'armée de réserve. Parce qu'en fait, on aurait besoin d'une armée non pas forcément professionnelle, on n'en a pas les moyens, ça coûte très cher, mais d'une armée de réserve. Donc former des réservistes. De façon obligatoire. De façon obligatoire et pour les garçons et les filles. Mais il y a quand même, il faut bien l'intégrer, un problème d'encadrement, un problème de structure. Ce sont les militaires qui nous le disent, au-delà même du coût en tant que tel. Nos capacités d'encadrement ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour un service national qui pourrait être plus long. Nos capacités financières, nos moyens, nos capacités d'accueil aussi de ces jeunes appelés ne sont pas aujourd'hui au niveau auquel ils devraient être. Et c'est vrai qu'on aurait préféré que ce gouvernement prépare l'idée d'un service qui fasse naître des réservistes ou des futurs réservistes en il veut mettant doubler la réserve, en place. Mais d'accord, il veut faire ça. Enfin, il voulait faire le SNU, il nous a fait perdre 7 ans. Maintenant, il veut faire autre chose. Nous, avec Marine Le Pen, depuis longtemps, nous disons un service qui serait de 3 mois minimum pour les garçons et les filles et qui permettrait ou d'intégrer l'armée régulière ou d'intégrer la réserve. Donc le chef de l'État se trompe quand il juge que ce n'est pas une option réaliste. En tous les cas, il est souvent à côté de la plaque en la matière, il nous l'a démontré. Alors dans cette interview, on le disait, Emmanuel Macron donne des détails aussi sur la question de l'envoi des troupes européennes, Amandine. Oui, parce qu'Emmanuel Macron dit qu'on peut se passer de l'accord de la Russie pour envoyer des troupes européennes en Ukraine. Je le cite dans cette interview, l'Ukraine est souveraine. Si elle demande à des forces alliées d'être sur son territoire, ce n'est pas à la Russie d'accepter ou pas. Là aussi, est-ce que c'est réaliste pour vous ? Est-ce que c'est faisable d'envoyer des troupes sans l'accord de Vladimir Poutine ? Bon, d'abord, on ne comprend rien de ce que veut faire Emmanuel Macron, parce qu'il n'y a pas d'armée européenne. L'armée européenne n'existe pas. On comprend assez clairement, il y a un accord de différents pays européens pour envoyer quelques milliers, pas plus, d'hommes. Pour faire quoi et qui commande ? Pour sécuriser un éventuel accord de cessez-le-feu. C'est à définir. Chaque pays envoie quelques milliers de personnes et chaque pays commande dans son coin. Ça va être un beau carnage, ça va être un beau bazar. Donc en réalité, il n'y a pas d'armée européenne. Et s'il y avait une armée européenne, la question du commandement et de la gouvernance se poserait. Ça veut dire qu'on transférerait la question de la gouvernance de ces armées. C'est quand même la question minimale. Chaque nation envoie. Mais qui va gouverner, qui va décider, qui va donner les ordres ? Chaque pays va le faire ? Ou alors on transfère à l'Union européenne notre capacité à décider pour nous sur le principe de cette défense ? Donc non, la réalité c'est que derrière ça, c'est un transfert de notre puissance et ce n'est pas la bonne solution. Et si on aurait pu imaginer française, est-ce que vous l'accepteriez sur le principe ? Non mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui on est le seul pays qui a une armée, j'allais dire, complète. Donc on va pas non plus, si on décide nous d'y aller, c'est une chose. D'ailleurs on aide l'Ukraine sur le front et je pense qu'il faut aider le fait que l'Ukraine soit forte sur son front de défense pour arriver
arriver en position de force dans les accords, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a autre chose qui pourrait être intéressant, c'est l'idée de créer à terme des zones tampons entre l'Ukraine et la Russie, qui seraient sous l'égide de l'ONU. Mais là, quand Emmanuel Macron nous dit « mais la Russie n'a pas son mot à dire », s'il y a des zones tampons avec des casques bleus, l'ONU, ça veut dire que la Russie est d'accord, puisque la Russie est un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc à un moment, il faut qu'Emmanuel Macron soit cohérent. Il veut, mais on le sait, c'est son grand fantasme, transférer tout ce qu'il peut transférer à l'Union européenne, dont la puissance de commandement militaire, dont un jour la force nucléaire, puisqu'il a ouvert le débat lui-même, dont le siège à l'ONU qu'il veut partager. C'est les grands fantasmes d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il voulait, il a dit qu'il voulait protéger l'Europe avec le parapluie nucléaire. Il n'a pas dit qu'il voulait partager la force de commandement. Alors, attendez, Je laisse juste compléter Amandine sur le principe même de l'envoi des troupes. Oui, sur le principe, je voudrais savoir, en fait, comment est-ce que vous sécurisez, vous, si vous étiez au pouvoir, un éventuel accord de cessez-le-feu, un accord de paix, s'il n'y a pas de troupes européennes sur place en Ukraine? Vous comptez juste sur la bonne foi de Vladimir Poutine? Non, pas du tout. Je vous ai parlé des garanties de sécurité que l'Ukraine était en droit d'attendre à travers des zones tampons. Ça me semble nécessaire. La nécessité aussi d'être artisan de la conférence de paix, d'être moteur d'une conférence de paix. Moi, j'aimerais qu'Emmanuel Macron, au lieu de nous raconter n'importe quoi et d'essayer de transférer notre puissance à l'Union européenne, s'active pour que la France soit moteur dans une conférence de paix. Ça me semble nécessaire. L'idée aussi de préserver les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, en les aidant eux-mêmes à travers, c'est Marine Le Pen qui en a fait cette proposition, il y a un fonds de cohésion à l'Union européenne qui leur permettrait de développer leur armement. Ils doivent, ces pays, être soutenus dans leur capacité à se défendre. On ne voit toujours pas où est la garantie avec vous. Ça, ce sont des garanties suffisamment, je crois, importantes qui montrent qu'on est derrière l'Ukraine. Continuer à, évidemment, armer de façon dissuasive l'Ukraine sur sa ligne de front pour qu'elle arrive en position de force au moment des négociations. Quand vous qualifiez, quand on entend Emmanuel Macron, comme vous l'a demandé Amandine, qui dit on enverra des troupes, même sans l'avis de Vladimir Poutine, comment vous qualifiez cette attitude du chef de l'État? C'est quoi? À vos yeux, c'est quoi? C'est une escalade? Comment vous qualifiez ça? J'aimerais qu'Emmanuel Macron soit un artisan de la paix et ne s'imagine pas être un acteur militaire, car il n'en a aujourd'hui pas ni l'expérience ni la possibilité. Parce que pour vous, c'est un artisan de la guerre? Il n'est pas un artisan de la paix. Je n'ai pas dit qu'il était artisan de la guerre, j'ai dit qu'il n'est pas un artisan de la paix et que j'aimerais qu'il soit un artisan de la paix, qu'il mette son énergie à construire la paix plutôt qu'à transférer, comme je vous l'ai dit, notre puissance militaire à l'Europe. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est spectateur, en réalité. Vous vous souvenez tous d'Emmanuel Macron allant voir Donald Trump, disant avec une certaine désinvolture, moi je vais dire à Donald Trump, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Trump a fait exactement l'inverse dès qu'Emmanuel Macron avait tourné les talons. Donc, qu'il arrête cette diplomatie spectacle, cette diplomatie qui consiste à émouvoir sans arrêt ou à faire peur d'ailleurs, parce qu'il joue sur les deux registres, et qu'il soit concret, qu'il essaye de trouver des solutions applicables. Là, par exemple, dans l'interview qu'il a accordée ce week-end à la presse quotidienne régionale, le président de la République explique que, contrairement à certains, nos compatriotes sont lucides sur la menace russe. C'est un tacle, on le comprend très bien, à Marine Le Pen, qui, elle, explique que la menace russe est certes présente, mais ce n'est pas la plus importante des menaces qui pèsent sur la France aujourd'hui. Quel est votre avis, quelle est votre réaction? Je crois qu'on dit des choses qui sont évidentes. La menace russe, elle existe. C'est une menace multidimensionnelle. Ils font des raids numériques, ils cherchent à secouer quelque part nos intérêts dès qu'ils le peuvent. La menace russe, elle existe. Mais la menace qui fait des morts en France aujourd'hui, celle qui tue des Français, sur notre territoire, c'est quoi? C'est l'islam radical. Donc c'est pas l'islamisme. C'est pas le premier d'une chaîne de dominos qui peut à terme. Non, c'est une menace qui existe, mais celle qui fait des morts, vers laquelle il faudrait quand même un jour se décider à lutter avec un peu d'efficacité, c'est l'islam radical. Sur notre territoire, les gens qui meurent parce qu'ils sont sous les coups d'islamistes, de radicalisés. Vous savez ce que vous répond Emmanuel Macron? On fait les deux. Il n'y a pas besoin de hiérarchiser. On peut se battre à la fois contre l'islamisme radical et préparer la menace russe. Il y a besoin de hiérarchiser parce qu'on ne s'attaque pas aux deux de la même façon. Moi, j'attends toujours qu'en France, on en reparlera avec M. Retailleau, on ferme par exemple les mosquées radicalisées. Voyez-vous, ça, c'est toujours pas fait. Qu'on interdise un certain nombre de structures, comme les frères musulmans, c'est toujours pas fait. Ça fait 7 ans que ça dure. Mais les menaces cyber, c'est pas les mêmes réponses. Mais les cyberattaques de la Russie en période électorale sur certaines démocraties donc de l'Europe de l'Ouest, tout ça, c'est quoi? C'est du fantasme? Non, mais d'ailleurs, on y répond. C'est vraiment si lointain que ça? Mais d'ailleurs, on répond à ces raids numériques. On répond. Nous, on est favorable, par exemple, à ce qu'on puisse geler les intérêts des avoirs russes.
on considère qu'il faut les taper économiquement. On a vu que la réponse de la France, vous vous souvenez tous de Bruno Le Maire qui disait « on va écrouler l'économie russe ». Résultat, l'économie russe va mieux, va même beaucoup mieux dans certains domaines, et l'économie française, elle, s'est écroulée. Donc chapeau les experts, chapeau les sous-doués. Donc nous, on considère qu'effectivement, il y a des leviers qu'il faut activer. Effectivement, les intérêts des avoirs russes sont effectivement un de ces leviers qu'il faut activer, oui. Mais le gouvernement, aujourd'hui, a raté, il faut bien le dire, sa cible. Sébastien Chenu, quand on vous entend évoquer la situation ukrainienne, est-ce que pour vous, l'obstacle aujourd'hui à la paix, ou en tout cas un cessez-le-feu, c'est Vladimir Poutine ou c'est Volodymyr Zelensky ? Non, je crois que l'un et l'autre finiront par trouver un terrain d'entente. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, évidemment. Et moi, je pense que l'accord de paix doit effectivement être dans l'intérêt de l'Ukraine. Il faut les mettre à la même table. Et de toute façon, ils finiront par arriver à la même table, parce qu'une guerre, où elle continue, où les gens qui se font la guerre finissent par se retrouver un jour ou l'autre à la même table. Volodymyr Zelensky doit partir pour faciliter les négociations de paix. C'est votre avis ou pas ? Non, je ne crois pas ça. Il défend son pays, il est à la manœuvre depuis le premier jour, il défend son pays. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à la table pour négocier l'accord de paix, pas du tout. Alors justement, l'important dans cette émission, c'est aussi de donner la parole aux Français. Il y a justement ceux qui font la France, Sébastien Chenu. Il y a quelqu'un qui a une question à vous poser sur la position justement du RN vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est Macha, c'est une Ukrainienne qui vit en France depuis 15 ans et qui veut vous parler de son frère, qui est un soldat ukrainien, un fervent patriote, et qui ne comprend pas, à ses yeux, dit-elle, pourquoi les patriotes du RN ne condamneraient pas plus fermement Vladimir Poutine. Ce sont ses mots. Je vous propose de l'écouter et vous allez lui répondre. Bonjour Monsieur Chenu. Je m'appelle Masha Kalina Rosenbach. Je suis ukrainienne, mais je vis en France depuis 14 ans. J'ai construit ma vie ici aux côtés du peuple français, dont je considère faire partie. Mais ce n'est pas de mon histoire personnelle que je vais vous parler aujourd'hui, mais de celle de mon petit frère Andrei. Andrei s'est engagé à l'armée ukrainienne à 18 ans. En 2015, quand l'Ukraine s'est fait attaquer par la Russie suite à l'annexion de la Crimée, ouvertement soutenue par Marine Le Pen. Depuis 10 ans, il se bat pour la souveraineté ukrainienne, pour les mêmes valeurs patriotiques que défend le RN. Cependant, le Rassemblement national continue de tenir une position ambiguë face à l'agression russe. La Russie a ouvertement menacé l'Europe et la France. Et pourtant, le RN refuse de prendre une position ferme. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous répondez à Macha ? Mais en quoi on n'a pas pris de position ferme ? Depuis le premier jour, on a condamné l'agression russe. Et on l'a condamné à tous les moments où il a fallu le faire. Alors bien entendu, on n'est pas toujours d'accord. Non, c'est un moment où Marine Le Pen ne condamnait pas l'agression contre la Crimée. Non, si. Marine Le Pen a dit « nous avons condamné, en tous les cas sur l'Ukraine, nous avons condamné l'agression russe en toutes circonstances, mais en revanche, pas à tout prix ». C'est-à-dire que si l'idée derrière, c'est de vouloir faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne, comme c'était le sujet du débat à l'Assemblée nationale cette semaine, c'était celui-ci, eh bien on dit non. Et on ne soutient pas des résolutions qui visent à faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne. Mais je veux dire, tout ceci est une évidence. Pourquoi ? Pas parce qu'on a quelque chose contre l'Ukraine, au contraire, ils se battent pour leur souveraineté, ils ont bien raison, simplement parce que ce n'est pas nos intérêts de voir l'Ukraine adhérer à l'Union européenne, parce que l'Ukraine qui adhère à l'Union européenne, c'est fini pour notre agriculture. C'est pas dans notre intérêt de soutenir la survie de l'Ukraine ? Mais si, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Je vous ai expliqué le soutien financier qu'on a toujours voté. On a toujours voté les mesures de soutien financier à l'Ukraine, le fait de leur envoyer des armes. On l'a toujours fait. Donc on a considéré qu'il fallait défendre et soutenir l'Ukraine. Vous étiez abstenu, pas jusqu'au fait que l'Ukraine, ça c'était mercredi bien sûr, on s'est abstenu parce que dans ce texte, il y a dans cette résolution, il y a l'idée que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. C'est la fin de notre agriculture. Ce que disent ceux qui s'opposent à vous, c'est que vous prenez toujours un prétexte. Par exemple, dans cette résolution, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pour finalement ne pas soutenir suffisamment l'Ukraine. Et juste, vous savez que l'opposition vous traite de capitulards, de patriotes de papier. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Madame Atalaya, pourquoi est-ce que vous êtes perçue comme ça ? La fin de l'agriculture française n'est pas un prétexte. Désolé qu'on défende l'agriculture de notre pays et les intérêts économiques de notre pays. Et vous savez que l'échéance de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, vous avez vu ce que ce gouvernement a fait du coût de l'énergie dans notre pays. Vous avez vu ce que ce gouvernement a fait de l'économie de notre pays. En réalité, et Marine Le Pen l'avait indiqué il y a bien longtemps, les sanctions que vous prendrez, si elles ne sont pas efficaces, elles reviendront en boomerang et elles affaibliront notre économie.
économie. Donc oui, on défend notre économie. Et si on est les seuls et les derniers à le faire, eh ben on continuera. Sébastien Chenu, vous l'évoquiez justement, les députés du RN n'ont pas voté la résolution cette semaine à l'Assemblée sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Pour le sénateur Maluret, sénateur centriste, vous êtes, je cite, des traîtres, des comparses de Poutine, tout comme la France insoumise. Amandine y faisait référence à l'instant. Olivier Faure, sur ce plateau même, disait il y a quelques jours que Marine Le Pen fait preuve d'un patriotisme de papier et que c'est une adversaire de l'intérieur. Vous leur répondez quoi à tout ça? Bon, tout ça est assez grotesque. En fait, si on n'est pas d'accord, si on défend les intérêts de la France, en fait, prioritairement, si on n'est pas d'accord avec totalement un texte qui nous est soumis, alors on est des capitulards, alors on est des traîtres. Mais enfin, est-ce qu'on peut avoir un peu de nuance, et même, normalement, en diplomatie, le cadre dans lequel on devrait évoluer? Vous qui on dites peut arrêter d'être binaire. Je sais pas si... Non, mais est-ce qu'on peut arrêter d'être totalement binaire et de voir d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils? Est-ce que les Français ont le droit qu'on les traite, qu'on parle un peu à leur intelligence? Oui, nous considérons qu'effectivement, l'adhésion, et c'était le texte, c'est pour ça qu'on s'est abstenu. Dans le texte, c'était l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. On n'est pas d'accord. N'est-ce pas binaire de faire ce choix-là quand on sait qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne se déroulerait pas, n'aurait pas lieu avant des années? Ce serait un processus extrêmement long. Et alors? Là, il y a une menace qui est immédiate, il y a une situation de crise qui est immédiate. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire primer les intérêts Nous avons, je vous le répète, je ne sais pas en fait si je parle bien français ou si je parle ukrainien ou russe à vos yeux, mais nous avons toujours soutenu l'Ukraine et nous avons toujours soutenu financièrement et en matière de défense et d'envoi et de soutien militaire l'Ukraine. Nous n'avons jamais été pris à défaut de cela. Donc à un moment, il faut aussi voir la réalité telle qu'elle est, mais nous refusons l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est notre position. Je crois que beaucoup de Français la partagent parce qu'ils savent que dans un pays où le SMIC est si bas, ça va aussi tirer les salaires vers le bas. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a affirmé que le poids de forme, comme il dit, de l'armée française face à ces menaces, c'est à peu près 100 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, le budget, c'est 50,5 milliards. Quelle priorité, Amandine? Vous allez oui, parce que beaucoup de pistes sont évoquées, celle d'un emprunt national, celle d'un livret de défense, par exemple, pour financer les entreprises de la défense, celle de l'augmentation des impôts. Laquelle a votre préférence aujourd'hui? Bon, d'abord, investir dans l'économie de la défense, c'est rentable. C'est un écosystème, ce que rappelait Jordan Bardella, d'à peu près 550 entreprises. Moi, j'ai dans ma circonscription, et je les salue, à Rouvigny, l'entreprise Aresia, qui est une entreprise de défense. Et donc, on sait que c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses. D'abord, la première chose, c'est que les pays européens, s'ils voulaient montrer un peu de solidarité, achètent français. Et à part il y a deux pays européens, je crois, qui achètent notre matériel. Tous les autres achètent américains. Emmanuel Macron, ce matin, dans la PQR, dit qu'il va encourager les entreprises françaises à aller démarcher les pays européens. D'accord, c'est bien. Ça fait 7 ans. C'est bien qu'ils s'y mettent maintenant. Si on veut atteindre 3% du PIB, que la défense représente 3% de notre PIB, c'est l'objectif que proposait Marine Le Pen dès 2012. On nous a évidemment rionné. Là aussi, on a dû nous insulter de tous les noms, etc. quand on a proposé ça. Aujourd'hui, on entend « Ah, il faudrait arriver à 3% du PIB ». Donc, nous avions raison. Donc, Marine Le Pen avait raison. Eh bien, d'abord, il faut acheter français. Ensuite, il faut relocaliser tout ce qui est possible en matière de défense. Je pense, par exemple, à l'industrie de la poudre, par exemple. Tout ça a été délocalisé pendant des années. Donc, il faut travailler sur la relocalisation, comme la réindustrialisation, d'ailleurs, de notre pays, sur la relocalisation de ce qui permet de fabriquer la défense. Et puis, il faut que les banques, je vais vous le dire, fassent un effort. Je lisais avec beaucoup d'intérêt l'interview d'un grand dirigeant d'une boîte de défense qui disait, bah oui, les banques, elles soutiennent les entreprises lorsque elles font du développement durable, lorsqu'elles souscrivent un certain nombre d'actions dans ce domaine, mais elles ne soutiennent pas l'entreprise. Et sur les pistes que je vous ai soumises, Sébastien Chenu, c'est-à-dire emprunt national, oui ou non? Non, mais attendez, parce que derrière ça, moi je vois très bien ce qui est en train de se dessiner. C'est de dire à la fin, écoutez, finalement, on ne touchera plus à la réforme des retraites comme on devait y faire parce qu'il faut mettre de l'argent dans la défense. On va rogner sur le système social des Français parce qu'il faut mettre de l'argent dans la défense. La réalité, c'est que nous pouvons évidemment faire les deux, avoir un système social au bénéfice des Français et uniquement des Français. S'il est ouvert au monde entier, évidemment, on n'y arrivera pas. Ce que nous expliquons, c'est ce que je viens de vous dire d'abord, qu'on achète français, qu'on relocalise, que les banques soutiennent l'industrie de la défense. Alors justement, vous dites qu'il y en a un qu'on ne va pas toucher aux retraites, il y en a un qui considère qu'il faut y toucher, mais dans l'autre sens. Édouard Philippe qui donne meeting d'ailleurs aujourd'hui dans le Nord, je crois. Ça sera sur BFM. Qui explique dans une interview au Figaro qu'il faut être lucide, il faut être réaliste, il faut augmenter le temps de travail, il faut repousser l'âge légal de départ à la retraite. Alors c'est pas la première fois
qu'il le dit, mais là, il le dit dans ce contexte-là. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais on connaît, c'est le discours des libéraux. Édouard Philippe, il est pour la retraite à 67 ans. C'est pas une révélation. C'était sa proposition. Il faudra qu'il l'assume d'ailleurs devant les Français. Mais en fait, il profite de ce moment dramatique pour faire avancer un agenda qui est celui de la déstructuration, j'allais dire, du système social français. Ils profitent de ces moments-là pour faire avancer leur propre agenda. Il n'avance pas masqué, pour le coup. J'ai pas dit qu'il avançait, parce que j'ai dit qu'on le savait, et que en fait c'est l'agenda libéral classique. En fait, de toute façon, regardez, pourquoi les agences de notation n'ont pas baissé la note de la France? Parce qu'en fait, ils se disent, bah ça y est, ils vont faire plus d'Europe, c'est un agenda libéral qui est en train d'avancer, plus d'Europe, bah Fitch est content. Vous êtes bien sur BFM Politique, notre invité, le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Merci d'être avec nous. On évoquait la situation internationale en Ukraine. Autre situation internationale qui montre les tensions entre la France et un autre pays, il s'agit des tensions entre la France et l'Algérie. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est en première ligne sur ce sujet. Et ce matin, dans une interview à nos confrères du Parisien, eh bien, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, menace ni plus ni moins entre les lignes de démissionner du gouvernement s'il n'est pas soutenu sur ce dossier algérien. Si on me demandait très clairement de céder sur ce sujet majeur, dit-il, pour la sécurité des Français, évidemment, je refuserais. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Bruno Retailleau? Est-ce que vous lui dites chiche? Non, mais il a déjà cédé, Bruno Retailleau. Ça fait 6 mois, 7 mois bientôt qu'il est ministre de l'Intérieur, mais il a déjà cédé. D'abord, il a déjà perdu de milliers, des centaines d'arbitrages, l'aide médicale d'État, les femmes voilées dans les sorties scolaires. Bruno Retailleau, il a déjà perdu en réalité sa crédibilité. Il a déjà accepté de se soumettre à des logiques, il a déjà accepté de reculer. Sur l'Algérie, alors voilà, il menace de démissionner. Alors, ça fait trembler quand Bruno Retailleau parle. Je peux vous dire que moi, je préférais qu'il agisse parce que Boualem Sansal, ça fait 4 mois qu'il est enfermé. Bruno Retailleau, ça ne le dérange pas. Mais vous lui dites quoi ce matin? Il doit partir? Mais je lui dis qu'il n'a rien à faire dans un gouvernement dans lequel il est sous la tutelle d'une équipe, d'un bloc central, dans lequel la moitié sont liés au Parti socialiste, un gouvernement dans lequel il y a Elisabeth Borne, Éric Lombard, et sous la tutelle d'Emmanuel Macron, qui ne veulent pas revenir sur, par exemple, l'aide médicale d'État ou sur la fin des accords de 68 avec l'Algérie. Ils ne veulent pas, et le président de la République l'a dit. Donc qu'est-ce que nous fait croire Bruno Retailleau qu'il va faire bouger les lignes? Il n'a rien à faire dans ce gouvernement, ça veut dire quoi? Vous l'appelez à vous rejoindre? Non, mais moi, surtout, je lui dis d'arrêter de faire croire aux Français qu'il aura des résultats puisqu'il n'a pas les leviers en main. Bruno Retailleau, il voulait être ministre pour devenir le candidat naturel des Républicains et piquer la place de Laurent Wauquiez. Il sait très bien qu'il n'a pas les moyens d'aller au bout. Et c'est ce procès que je lui fais, c'est que c'est pas sincère de raconter aux Français qu'il obtient ou qu'il obtiendrait des résultats alors qu'il sait qu'il n'a pas les leviers en main. Donc Bruno Retailleau n'a rien à faire en réalité dans ce gouvernement. Il a déjà cédé. Il s'est déjà soumis, il a déjà reculé, et aujourd'hui, il nous dit que parce que ça devient énorme, il va peut-être partir. Est-ce que vous l'appelez à vous rejoindre? Bon, moi, j'appelle tout le monde à nous rejoindre. J'appelle tous les gens qui pensent que la France a encore quelque chose à dire. Mais il aurait sa place au RN, Bruno Retailleau? Pas au RN, il n'est pas au Rassemblement National, Bruno Retailleau. Il est probablement plus libéral économiquement que nous et probablement plus conservateur d'un point de vue sociétal. Mais en revanche, je pense qu'il croit dans l'idée que la France ne doit pas se négocier. Donc je pense qu'il aurait plutôt vocation à soutenir Marine Le Pen et il serait plus cohérent qu'aujourd'hui essayer de faire des simagrées dans un gouvernement dont il n'obtiendra rien. Au-delà de son avenir politique au sein de ce gouvernement, lui vous rétorque qu'il faut être, il faut être responsable et il faut mettre en œuvre une riposte graduée. Lui, par exemple, explique avoir transmis aux autorités algériennes une liste de profils d'Algériens qui se situent sur le sol français, qui présentent un danger à l'ordre public et que la France souhaite expulser. Ma question est simple. Qu'est-ce que le Rassemblement National et Marine Le Pen feraient différemment? Non, mais on n'a pas besoin d'une secrétaire. On n'a pas besoin que Bruno Retailleau transmette un papier aux autorités algériennes en disant voilà, il y a 60 types qui sont des dangers imminents. On a besoin qu'ils s'agitent et qu'ils s'activent et qu'ils obtiennent des résultats. Sur les OQTF, qu'il arrête, les Algériens les reprennent. J'y viens. Qu'il arrête de naturaliser, les naturalisations augmentées, qu'il arrête de régulariser. Il augmente les régularisations. Qu'il arrête de délivrer des titres de séjour. On n'en a jamais autant délivré. Ça, c'est des choses très différentes qu'on ferait, voyez-vous. Les
naturalisations, les régularisations, les titres de séjour, ça, effectivement, on ne ferait pas exactement ce que fait Bruno Retailleau. Donc moi, je lui demande d'être cohérent. Je lui demande, sur les accords de 68, de se bouger également. On a un écrivain français en prison qui va mourir. On a l'impression que ça n'intéresse personne. Et Bruno Retailleau nous dit, peut-être j'envisage, après avoir transmis par fax à l'Algérie une liste de gens, de démissionner un jour. Pour vous, la dénonciation des accords de 68, c'est un préalable. Pour vous, c'est le premier acte. Mais pas seulement. On a ouvert des consulats supplémentaires pour l'Algérie dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a eu comme contrepartie ? Parce qu'en fait, c'est ça. On accueille des imams au moment du ramadan. Qu'est-ce qu'on a comme contrepartie ? Qu'est-ce que l'Algérie nous donne ? Est-ce qu'il libère notre écrivain Boualem Sansal ? Qu'est-ce qu'on a comme contrepartie ? C'est là où j'aimerais que Bruno Retailleau soit actif, qu'il arrête simplement de se plier, d'accepter, de ne rien négocier, de n'avoir aucune contrepartie. Sébastien Chenu, Bruno Retailleau qui se dit en désaccord total avec justement une ministre de son gouvernement. Oui, la ministre des Sports, Marie Barsac, qui a mis en garde, mais contre l'avis de beaucoup de collègues du gouvernement, contre les confusions et amalgames entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Je la cite, elle dit « La laïcité ne se résume pas au fait de porter ou non le voile. Le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme. » Est-ce qu'à vos yeux, une joueuse de football qui porte le voile, par exemple, qu'on tranche ce débat, est nécessairement radicalisée ou pas ? Est-ce que le voile n'a rien à faire dans le sport. Le voile, on le sait, c'est un outil, un drapeau de l'islam radical. Madame Barsac, la ministre des Sports, qu'on découvre à ce moment-là, dans une grande majorité de cas, le voile n'a rien à faire. D'abord, pour jouer, quand on est voilé, c'est compliqué. Enfin, sincèrement, ça aussi. Mais le voile, on n'a pas à laisser entrer le religieux partout, parce que c'est un truc sans fin. Quand vous laissez le religieux, quel que soit le religieux, entrer quelque part, c'est un truc sans fin. Après le voile, ce sera la non-mixité, ce sera les horaires pour les uns et pour les autres. C'est un truc sans fin quand vous laissez le religieux, quel que soit le religieux, s'immiscer dans la société civile. Donc assez concrètement, le Sénat a voté une proposition de loi pour interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Quand ça arrivera à l'Assemblée nationale, est-ce que vous voterez pour cette proposition ? Oui. Ah oui, pour interdire le port du voile dans les compétitions sportives, ça me semble normal, oui. Alors demain, justement, à l'Assemblée nationale, sera débattue et sera discutée dans l'hémicycle à partir de demain une proposition de loi sur le narcotrafic. Parmi les mesures, il y a la création d'un parquet national contre la criminalité organisée sur le modèle de ce qui existe pour l'aspect financier avec le PNF ou l'antiterrorisme avec le PNAT. La création d'un statut de repentir, enfin en tout cas qui est repensé. Est-ce que ce texte, globalement, quand vous le voyez, vous vous dites aujourd'hui, les députés Rassemblement National le voteront, oui ou non ? Bon, ça va dans le bon sens, il faut être très clair. On a un danger. Le danger, c'est que notre État devienne un État, un narco-État. Vous avez 240 000 personnes en France qui vivent du trafic de drogue. Peu ou prou qui vivent du trafic de drogue. Ça concerne à peu près 4 à 5 milliards d'euros, le trafic de drogue dans notre pays. On a un danger qui pèse sur notre société, qui pèse sur des générations. Donc il faut s'y atteler. Ce texte, c'est un petit bout. C'est un petit mieux. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ça veut dire que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que vous le voterez. Mais nous, on va toujours ce qui va dans le bon sens. Mais ça dit quoi ? D'abord, ça souligne l'échec de Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur avec ses histoires de place nette. Vous savez, c'était on ferme des points de deal, mais en fait, qui se réouvraient à 100 mètres à côté. Gérald Darmanin s'est planté, a raté totalement le pari lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Là, il nous fait un petit texte très administratif avec la création d'un parquet dédié. Tout ça, ok, très bien. Mais tant qu'on ne traite pas, la question des frontières. La drogue arrive bien de quelque part. Donc la maîtrise des frontières nationales, eh bien, on ne s'en sortira pas. Tant qu'on ne traite pas une politique carcérale, une politique pénale qui soit beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, y compris pour le consommateur, eh bien, je dis pour le consommateur parce que M. Retailleau, ça ne le gêne pas, lui, d'être soutenu par des gens dont certains déposent des propositions de loi avec la LFI pour légaliser le cannabis. Le député Mendes de Moselle, député macroniste, dépose une proposition de loi. M. Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, soutenu par ces gens-là, pas de problème. Donc il faut être cohérent. Non, mais à propos des prisons, absolument. Sébastien Chenu, parce que vous dites que Gérald Darmanin ne fait rien. Gérald Darmanin vous renvoie la balle, il dit j'ai appelé tous les maires du Rassemblement national pour leur demander s'ils acceptaient d'avoir une prison sur leur territoire. Aucun ne m'a dit oui. L'arroseur a arrosé, Gérald Darmanin. Vous savez, je suis député du Nord, Madame Atalaya. Je connais bien Tourcoing, la ville dont a été maire M. Darmanin si longtemps, et dont il est toujours, je crois, au conseil municipal.
municipales. Est-ce que M. Darmanin, dans sa propre ville, il a cherché à construire une prison? Non. Donc il balaye déjà devant sa porte. M. Darmanin n'a évidemment pas commencé par s'appeler lui-même pour construire une prison. Mais vous ne répondez pas à Amandine. Est-ce que c'est vrai que tous les maires RN ont refusé une prison sur leur territoire? S'il y a du foncier disponible, etc., les questions peuvent être regardées. Mais donc, souvent, c'est la question du foncier. Il y a un maire du RN qui dira oui. Il y a 10 maires RN dans notre pays sur 36 000 communes, je crois, ou 34 000 aujourd'hui, puisqu'il y a eu des fusions, 34 000 communes. Donc, oui, mais c'est une question de cohérence des mots et des actes, on peut appeler les 33 990 autres communes, et je suis persuadé qu'on trouvera des volontaires. Il faut arrêter de faire croire que ce sont les maires qui ne veulent pas. On a besoin de places de prison. Ils ne les ont pas construites. Aujourd'hui, ils pleurent. On a besoin de places dans les centres de rétention administratifs. Ils ne les ont pas construites. Mais vous savez aujourd'hui, que beaucoup de maires disent non, refusent. C'est une vraie difficulté. Mais il faut accompagner les maires, évidemment. Il faut accompagner les communes. Moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Beauvais. On a eu ce débat il y a très longtemps pour la construction d'une nouvelle prison. Et puis, elle a eu lieu. Elle s'est construite. Quand on sait accompagner les élus, quand on sait convaincre aussi les populations, quand on sait expliquer et accompagner, évidemment, financièrement les collectivités qui n'en peuvent plus, ils sont d'accord en général. Une question rapide sur la loi narcotrafic. Il faut qu'ils aient du foncier. Est-ce que vous allez conditionner votre soutien du texte à l'adoption d'amendements déposés par le groupe du Rassemblement national? Il faut regarder, mais non, dans ce texte, rien ne nous choque réellement. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'adopte pas. Nous, on va essayer de l'améliorer, on va essayer d'aller plus loin. On va déposer des amendements pour aller plus loin, évidemment, pour essayer de donner un cadre qui dépasse simplement cette petite loi qui ne réglera pas l'immense problème de la drogue. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le vote pas. On va essayer de l'améliorer, mais surtout, on va se positionner aussi contre les amendements qui vont dénaturer ce texte, qui sont les amendements de l'extrême gauche. Parce que M. Bompard l'a annoncé, je crois, chez vos confrères ce matin, eux ne le voteront pas parce qu'ils ne votent jamais rien, LFI, qui puisse aller contre le trafic de drogue, pour plus de sécurité des Français, pour plus de moyens donnés à la police. Et je dis d'ailleurs, il faudrait se saisir aussi de ce texte pour aider les personnels pénitentiaires, leurs conditions de travail, les nécessaires auditions par visioconférence de prisonniers. Non mais ça fait partie des éléments, il faut aussi s'en saisir. Alors justement, le compte à rebours judiciaire est lancé pour Marine Le Pen, puisque dans 2 semaines, à un jour près, 31 mars précisément, sera rendu le jugement sur les emplois supposés fictifs du Front National à l'époque. Le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et surtout une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, ça veut dire en réalité avec effet immédiat, ce qui l'empêcherait, si c'était le cas, de se présenter à l'élection présidentielle, même si elle faisait appel. Si Mme Marine Le Pen est inéligible, est-ce que Jordan Bardella est le candidat naturel du Rassemblement national? Non, mais on ne se met pas, et je me mets dans les pas de Jordan Bardella, on ne se met pas du tout dans ce cas de figure. Moi, j'ai assisté aux plaidoiries, j'ai assisté aux réquisitoires, et je pense que Marine Le Pen a fait la démonstration à travers ses avocats de son innocence. Il n'y a pas d'emploi fictif là-dedans. Il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette affaire-là. Donc, c'est une appréciation différente qu'on a du travail d'assistant parlementaire entre le Parlement européen et nous, qui un jour pourrait d'ailleurs se poser avec l'Assemblée nationale. Oui, mais vous n'avez pas répondu, ça veut dire que vous avez du mal à dire que c'est le candidat naturel, je pense que Marine Le Pen Bardella a démontré son innocence et que par conséquent, elle ne sera pas condamnée. Mais si Marine Le Pen ne peut pas être candidate, c'est une possibilité de la décision judiciaire. Non, mais la question ne s'ouvre pas parce que je ne fais pas de politique fiction. Aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen sera innocentée et que donc elle sera notre candidate. Et on travaille pour ça. Marine Le Pen, partout où elle est, partout où elle travaille, elle est au Tchad actuellement, elle le fait pour porter une voix, pour construire un projet présidentiel. Ça serait quoi, à vos yeux, si elle était condamnée à une inéligibilité? C'est juste une décision judiciaire ou à vos yeux, c'est autre chose? C'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que priver la femme politique préférée des Français, candidate 3 fois à l'élection présidentielle, candidate déclarée à la future élection présidentielle, dans une démocratie, pour des histoires d'assistants parlementaires, sans enrichissement personnel, sans emploi fictif, la priver de pouvoir rencontrer les Français à l'élection présidentielle, on serait sur un scandale démocratique d'une immense ampleur. Même droit, même devoir. C'est la loi qui s'applique à elle comme à tous les Français. Vous savez que sur cette inéligibilité, c'est à l'appréciation du juge. Donc c'est pas simplement appliquer la loi ne doit pas s'appliquer de la même façon. Non, mais le juge peut apprécier que l'inéligibilité ne soit pas évidemment la sanction. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il y ait une inéligibilité, puisque Marine Le Pen a démontré son innocence. Mais elle ne sera même pas condamnée. Au-delà de ça, Marine Le Pen a toujours assumé d'avoir formé un poulain, un dauphin qui serait en capacité d'être candidat à sa place si, elle aime bien le dire, si je me prends un camion un jour, elle aime bien utiliser cette expression. Est-ce qu'à vos yeux, Jordan Bardella est aussi
éligible, si j'ose dire, que Mais- Marine Le Pen. Non, mais Jordan Bardella a d'immenses qualités pour pouvoir relever le gant un jour, à un moment. Mais en 2027, c'est Marine Le Pen, voilà. Vous avez plus de chances de gagner une présidentielle avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Bon, aujourd'hui, notre candidate, c'est Marine Le Pen. Donc, on considère que c'est elle qui va nous faire gagner la présidentielle. Et Jordan Bardella sera à Matignon. Et je pense que c'est le bon tandem parce que nous, en plus, si vous voulez, on raconte pas n'importe quoi aux Français. On leur dit voilà le schéma qu'on vous propose. Nous, les Français, lorsqu'ils achètent entre guillemets du Marine Le Pen, ils savent très bien ce qu'ils achètent sur le fond, sur Donc, l'immigration, vous sur la serez où? sécurité, sur Marine les Le Pen relations à l'Élysée, internationales, mais aussi sur la forme. Bardella à Matignon, Marine Le vous serez Pen. où? Moi, je serai au service des Français et de Marine Le Pen là où elle voudra que je sois utile. C'est facile. Et une question très concrète sur un de vos alliés au niveau européen. Oui, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui était à Paris il y a quelques jours. Je voudrais juste votre avis sur cette phrase qu'il a dite, promettant d'éliminer tous ses rivaux politiques, les juges, les médias, les ONG. Après notre grand rassemblement, je le cite, viendra le grand nettoyage de Pâques car les punaises ont survécu à l'hiver. Quand il va jusque-là, vous le suivez ? Non, mais moi, je ne m'exprime pas comme ça. Chacun s'exprime comme il pense devoir s'exprimer. Ce n'est pas notre mode d'expression, voilà. Donc c'est un allié qui parfois dérape. Vous savez, on a beaucoup d'alliés dans le monde, dont parfois, avec lesquels on a parfois des dissensions. Regardez, les Américains, c'est un pays allié, et pourtant on a des vraies dissensions avec eux. Et vous avez d'ailleurs pris beaucoup de recul par rapport à Donald Trump ces derniers Bah temps. oui, parce que c'est un allié impitoyable. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est un allié, les États-Unis sont un allié, on est dans l'OTAN avec eux. Ce sont des alliés militaires, on peut compter sur eux. Mais ce sont des alliés impitoyables parce que les Américains font ce que nous ne faisons pas à travers Emmanuel Macron. Ils défendent leurs intérêts. Ce serait bien qu'en France, on défende nos intérêts, les intérêts des Français. Mais Emmanuel Macron, ça l'intéresse pas beaucoup. N'est-ce pas le problème structurel d'une alliance entre forces, alors vous direz patriotes, mais en gros nationalistes dans les différents pays européens, d'avoir des modes d'expression différents, certains très violents, très brutaux, qui ne correspondent pas Non, à la culture pas du tout. française, si j'ose Et dire. quoi, vous voulez tout uniformiser ? Moi, pas du Une tout. question. Je pense que chacun a ses logiques, chacun a son histoire, chacun a sa personnalité. Le jour où le monde est uniformisé, c'est le grand rêve des libéraux et des européistes, eh bien, le jour où tout le monde ressemble à tout le monde, il n'y a plus rien d'intéressant à faire de ce monde. Les gens ne sont pas interchangeables. Ça, c'est aussi le grand fantasme d'Emmanuel Macron. Tout doit être interchangeable. Vous êtes esthéticienne le lundi à Biarritz, vous perdez votre boulot, vous devez devenir chauffeur routier le mardi à Strasbourg. Enfin, les gens ne sont pas interchangeables. On est de quelque part, on a des équilibres, on a une formation, on a un enracinement. Tout ça n'est pas interchangeable. Pareil pour les pays européens. Sébastien Chenu, le Premier ministre François Bayrou a à l'instant dit, je cite, non à un retour à la retraite à 62 ans dans le cadre du contexte international. On sait que c'est l'une des questions qui est débattue dans ce conclave qu'il a lui-même lancé. Donc François Bayrou dit non à un retour à la retraite à 62 ans. Qu'est-ce que Donc vous fin en du pensez ? conclave. Donc fin du conclave. La réalité, c'est ça. Ils ont trouvé, enfin ça y est, ils ont trouvé une raison de ne pas revenir sur la réforme des retraites. Ils cherchaient, ils tournaient autour depuis longtemps. On voyait bien, ils se disaient, mais il va bien falloir qu'on trouve une raison. Si jamais ce conclave finissait par aboutir, si les partenaires sociaux trouvaient un terrain d'entente, ce serait dramatique. Ils ont trouvé. Ils ont dit, ah mais là, il y a l'Ukraine et la Russie, plus possible de rien faire dans le pays. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des retraites, on ne parle plus d'immigration, on ne parle plus de sécurité, on ne parle plus du Mercosur, on ne parle plus de rien, on ne traite plus les problèmes des Français. Fini de revoir la problématique des retraites en France. Quand on voit qu'il dit non à un retour à la retraite à 62 ans, vous, c'était l'un des dossiers clés, notamment quand vous avez renversé Michel Barnier. Quand vous voyez que le Premier ministre dit non à un retour à la retraite à 62 ans, à vos yeux, vous dites c'est la fin du conclave. Est-ce que aujourd'hui, à midi, vous nous dites il y a une menace, on pourra censurer le gouvernement quand François Bayrou dit non à la retraite à 62 ans? Eh bien, c'est, si j'ose dire, les députés du RN en route vers la censure de François Bayrou. Mais c'est un élément intéressant, on le mettra dans le débat. Nous, on a toujours considéré que la retraite à 62 ans, c'était un débat de société, un choix de société fondamental, qu'aujourd'hui, François Bayrou ferme la porte et dise bah, c'est fini, on n'y touchera pas. C'est un élément à mettre dans le débat. Il faudra que la gauche se positionne aussi, parce que je vous rappelle que nous, lorsqu'on a demandé à revoir la retraite, enfin à réformer ou à abandonner plutôt la retraite, la réforme des retraites, portée par Emmanuel Macron, c'est la gauche qui n'a pas voulu voter. Donc ce que dit François Bayrou, pour vous, c'est un élément qui peut vous emmener à censurer le gouvernement? On est des gens libres, on a toujours considéré qu'on censurait quand on devrait censurer sur le motif qui nous paraîtrait important. C'est un motif important. François Bayrou le met aujourd'hui en débat, on va voir ce qu'il propose derrière. Alors justement, François Bayrou, Michel Barnier, quand vous voyez les deux premiers ministres qui se sont succédés à vos yeux, Sébastien Chenu, plutôt François Bayrou, plutôt Michel Barnier,
Vous choisiriez qui dans les façons de travailler? Non, mais aucun des deux. En réalité, ces gens-là ne cherchent pas à changer les choses, ne cherchent pas à changer la société française, ne cherchent pas à l'améliorer, ils cherchent à durer. Monsieur Bayrou, il peut rester là 15 ans. Lui, c'est son grand truc. Il ne cherche pas à changer les choses. Il est là, il est installé. S'il peut durer, il peut se passer n'importe quoi et ne rien faire, ne rien changer. Ils abandonnent tout. Vous avez vu la loi Paris-Lyon-Marseille, c'est fini. La réforme des retraites, c'est fini. Pourquoi vous le laissez rester en place? C'est peut-être nous qui l'amènerons un moment à bouger, chère madame. Justement, c'est peut-être nous qui, à un moment, le ferons bouger. Mais en réalité, ces gens-là gèrent leurs intérêts. Ils ne gèrent pas les intérêts des Français. Et quand on vous entend répondre ainsi à Amandine, encore une fois, avec ce qu'il vient de dire, vous diriez que François Bayrou se rapproche de la motion de censure? En tous les cas, il ne fait pas un pas vers l'idée de pouvoir rester le plus longtemps possible en place s'il considère que, effectivement, la réforme des retraites ne doit pas être revisitée, oui. Autre abrogée et revisitée. Plutôt regardez deux photos que je vais vous soumettre. Éric Lombard d'un côté et de l'autre côté Elon Musk. Si vous deviez choisir entre les deux, je vous pose cette question parce que c'est Jordan Bardella qui a dit qu'il voulait s'inspirer, entre guillemets, pour mettre en place un ministère justement de l'efficacité publique en place. Il était à Matignon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donald Trump, Elon Musk, c'est votre modèle à suivre pour la France? Ils ont un point commun, ils sont tous les deux milliardaires. Milliardaires socialistes, milliardaires ultralibéral pour Elon Musk. Ces deux milliardaires ont des idées différentes probablement pour leur pays, mais effectivement un peu plus d'efficacité dans notre pays en matière d'action gouvernementale, c'est nécessaire. Je m'explique. Vous avez par exemple un conseil économique et social, 45 millions d'euros. Le Canard enchaîné nous a dit cette semaine que le président du conseil économique et social a un logement de fonction, que son directeur général est rémunéré 15 000 euros par mois. On y nomme, parce que personne n'est élu là-dedans, on y nomme des copains. Jordan Bardella dit, Sébastien Chenu, qu'il souhaiterait faire quelque chose d'identique en France vis-à-vis notamment des fonctionnaires. C'est-à-dire que vous seriez pour des purges, il faut mettre le mot, comme ça se fait aux États-Unis avec des milliers de fonctionnaires licenciés sans préavis. Évaluer pour pouvoir réformer. J'avais dit d'ailleurs ici, et tout ça ne se fait pas à la tronçonneuse, tout ça se fait au bistouri. On a évidemment la nécessité d'évaluer pour pouvoir transformer. Qu'on arrête avec les agences d'État, les opérateurs, etc., qui servent à recaser les macronistes. Monsieur Izard, qui était député macroniste de l'Essonne, aujourd'hui il est délégué interministériel à la protection des consommateurs. Madame Couillard, elle est présidente du Haut Conseil des droits aux femmes et hommes. Madame Janvier, elle est directrice de l'ARS. Est-ce que tous ces macronistes, ces députés, peuvent simplement ne pas vivre sur le dos des Français? Merci Jules, merci Amandine de m'avoir accompagné. Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité. Et on retient élection législative partielle. On retient justement cette déclaration à l'instant, avec la menace donc très claire d'une motion de censure du RN au-dessus de la tête de François Bayrou, alors que le Premier ministre vient d'annoncer et dire non à une retraite à 62 ans. Il se rapproche de la sortie, vient de nous dire le vice-président du Rassemblement national.